Voilà, je m'enregistrais. Enfin, vous avez l'avantage, vous serez sur YouTube. Oui. Alors, je partage avec vous mon fond d'écran et on reprend là où on était la dernière fois. Madame, petite question. Dis-moi. J'ai déjà fait votre évaluation sur l'énergie. Ouais. Du coup, est-ce que je dois suivre votre cours ou pas? Bah, c'est à toi de savoir, ça, maman. Je veux dire, voilà, vous êtes assez grand. T'es pas obligé de. Je Y a pas sais pas, c'est parce que d'obligation, hein. c'est parce que j'ai déjà rendu le truc, donc c'est pour ça que je me Non, pose bah, la il n'y a question. pas d'obligation. Enfin, vous savez, quoi. Moi, je peux pas vous obliger à suivre les vidéoconférences. Donc, si tu as autre chose de plus important à faire, voilà, il n'y a pas d'obligation, quoi. Ça va? Bah, j'ai encore histoire et j'ai encore autre chose à faire pour vous, quoi, mais sinon, voilà. Voilà, ben, c'est à vous de savoir. Enfin, voilà, vous vous prenez en main, quoi, hein. Ça va. Moi, j'ai ma fille qui est venue me voir avec ma petite fille aujourd'hui. Ah, tu vois? Vous êtes maître de votre destin. Enfin. Et ils sont dans le jardin. À vous de voir. Enfin voilà, moi je sais que vous avez demandé au secrétariat aussi d'avoir des vidéoconférences, donc si vous voulez pas, moi je continue à les faire toute seule et je peux mettre les vidéos. Là, je peux les mettre après, mettre les liens sur YouTube, donc moi il n'y a pas de problème. Non, non, moi, on est là. Voilà. Bon ben vu que de toute façon on n'a que 40 minutes via Zoom, on va reprendre là où on était. Vous avez le partage d'écran avec moi? Oui. Super. Alors, ça, on avait déjà fait. Ça aussi. Si, ça aussi. Le noir. Alors, je crois qu'on est arrivé ici. On avait terminé le nucléaire. Voilà, tout ça est fait. Voilà, donc on va commencer à parler maintenant de la course aux énergies. Pourquoi est-ce qu'il y a des conflits sur la Terre par rapport au manque d'énergie dans certains pays et certains justement qui disposent de toutes ces énergies fossiles. Donc le problème, c'est d'abord un problème économique parce que les pays qui sont demandeurs d'énergie vont passer un contrat. Attendez, parce que je vois qu'il y a des gens qui demandent encore. Voilà. Voilà, celui est rentré dans la conversation. Donc, la course aux énergies d'un point de vue économique. Donc, vous avez les pays qui sont demandeurs d'énergie qui vont passer des contrats avec les pays qui détiennent justement ces énergies fossiles. Ben, contre quoi est-ce qu'ils vont échanger ces contrats? Ben, soit de l'argent ou soit des infrastructures. C'est surtout le cas dans les pays qui en voie de développement. Donc, par exemple, en Afrique, ben, je prends par exemple l'exemple du Cap-Vert, ben, vous vous baladez et tous les 200 mètres, vous voyez une école construite grâce à l'aide d'une multinationale, etc. D'accord? Donc, en échange de leurs énergies, les multinationales viennent exploiter sur leur territoire et offrent des infrastructures, des hôpitaux, etc. D'accord? Des routes. Donc, le problème ici, c'est que les propres pays ne peuvent pas profiter de leurs ressources puisque ces ressources après vont être vendues à qui? Ben, aux pays qui sont développés, donc à l'Europe, aux États-Unis, etc. Et ça va augmenter la dépendance justement de ces pays qui détiennent ces énergies par rapport à l'étranger. D'accord? Donc, on va privatiser les ressources naturelles et les ressources seront ensuite vendues dans les pays qui n'ont pas d'énergie et qui vont les exploiter. D'accord? Alors, pourquoi ça a aussi c'est une répercussion diplomatique, on en avait déjà un petit peu parlé. Les pays qui sont économiquement puissants, ils ont le pouvoir donc de bien négocier. C'est qui les pays qui sont économiquement puissants, qui disposent des énergies? C'est par exemple la Russie, la Norvège, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, etc. Donc, c'est des pays qui ont beaucoup de poids diplomatique. Et puis, à côté de ça, vous avez les pays non industrialisés qu'on entend beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles économiquement. Et donc, ils vont subir, si vous voulez, la puissance, la pression des grosses puissances.
c'est qui ces pays? Donc, c'est par exemple le Nigeria, la Libye, l'Ouzbékistan. Comment est-ce qu'ils vont subir des pressions? Ben, par exemple, on va leur faire des chantages économiques, on va faire des menaces d'isolement international, on va proposer une protection sécuritaire, éventuellement faire des guerres, etc. D'accord? Donc, ces pays-là vont subir des pressions diplomatiques. Alors, à côté donc des pays qui disposent des énergies, il y a aussi les pays par lesquels transite l'énergie, soit via des transports maritimes, ou alors si vous avez des oléoducs qui passent à travers le pays, des gazoducs, etc. Donc, ces pays-là vont aussi essayer d'avoir un rôle à jouer au niveau diplomatique. Et chaque puissance dans le monde essaie dans ces pays aussi d'asseoir sa domination, soit économique, soit militaire, ou soit les deux. D'accord? Alors, là. Donc, la soif en énergie, enfin, toute cette situation explique que d'un côté, vous avez les pays qui demandent de l'énergie, l'autre qui y en dispose et qui sont forts économiquement, soit pas du tout. Et ça explique les situations de conflits, de guerres à travers le monde, en tout cas pour les énergies. Alors, pour justement s'assurer de l'approvisionnement en énergie, il faut que le pays soit stable au niveau politique. Que le système politique et de gouvernement ne change pas. L'avantage, c'est que ce soit démocratique. Après, il faut que ça ne se change pas chaque année non plus. Donc, il faut que ce soit stable, qu'il y ait des élections, etc. Donc, c'est aussi pour ça que certaines puissances se mêlent de la politique étrangère. C'est aussi pour ça. C'est pour s'assurer qu'ils aient toujours les contacts, les mêmes contacts dans le pays et que ce soit des contacts qui arrangent leur gouvernement, d'accord? Donc, c'est pour ça que certaines puissances donc, se mêlent de la politique étrangère. Alors, pour la Belgique, qu'est-ce qu'il en est? Donc, nous aussi, on a une politique de sécurisation d'approvisionnement énergétique et elle est définie par l'Union européenne. Donc, normalement, chaque politique énergétique est décidée par chaque État. Seulement, on a signé le traité de Lisbonne et dans celui-ci, oh, on a un petit souci. Voilà. Vous voyez toujours? Oui. Oh, ouais. Alors, le traité de Lisbonne qui indique que l'Union européenne peut décider qui est compétente pour la sécurisation de chaque État. On a aussi le paquet énergie-climat qu'on a signé, donc où on s'engage à réduire pour 2020 les réductions des gaz à effet de serre, l'augmentation de la part des énergies renouvelables, etc. Ça, c'est pour la Belgique. Ensuite, vous avez l'OTAN. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Mais, donc, c'est l'organisation du traité Atlantique Nord. Donc, c'est une alliance politique qui est en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la sécurité énergétique, depuis 2006, fait partie des raisons qui justifieraient que cette alliance militaire entre en guerre. D'accord? Donc, si un pays qui est détenteur d'énergie fossile décide de suspendre l'approvisionnement d'un des pays membres de l'OTAN, l'OTAN peut décider d'entrer en guerre parce que c'est une des raisons pour lesquelles elle peut agir au niveau militaire. D'accord? Alors, donc, il y avait une question, mais bon, on a déjà répondu. Donc, sur base de cet article, quelles sont les raisons qui expliquent que l'OTAN se charge éventuellement de la sécurité énergétique? Donc, c'est justement ce qu'on vient d'expliquer. Alors, par exemple, la France a réalisé donc une opération militaire au Mali en 2013. Et comme par hasard, le nord du Niger, donc c'est la région frontalière, extrait l'uranium qui permet de faire fonctionner une vingtaine des 58 réacteurs nucléaires français. Attendez juste un petit instant. Mathéo?
Occupe-toi de Frosty, s'il te plaît. Désolée. Cette mission est destinée à lutter donc contre les terroristes qui étaient actifs justement dans le nord du Mali, parce que la présence des groupes armés était de plus en plus nombreux dans la région et elle faisait planer, si vous voulez, une menace justement sur l'approvisionnement énergétique de la France. Donc, ils ont décidé de faire une opération militaire. Alors, ça, c'est les acteurs étatiques. Après, vous avez d'autres acteurs qui ne sont pas les États, c'est par exemple les majors. Alors, les majors, c'est quoi? C'est les grosses entreprises. Donc, à la fin du 19e siècle, il y avait deux entreprises qui géraient tout le pétrole. C'était la Standard Oil et Shell. Shell, vous avez déjà entendu parler? D'accord. En 1920, après, il y avait cette société, on les appelait les Seven Sisters, qui géraient donc, le pétrole. En 1928, ils ont signé les accords d'Aknakari, où ils ont décidé des règles de production, des moyens pétroliers, de prospection. Ils se sont aussi partagés gentiment à l'amiable les gisements pétroliers qui faisaient partie de l'ancien empire ottoman. Alors, les accords d'Aknakari vont aboutir à la création de regroupements d'entreprises, donc de consortiums pour le Moyen-Orient. Et ils vont regrouper à chaque fois ces compagnies pétrolières privées et mettre les moyens techniques et financiers en commun pour être plus forts. Alors, à côté de ça, vous avez l'OPEP, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, donc l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, l'OPEP, donc les pays occidentaux, si vous voulez, en 1973, ont décidé de soutenir l'armée israélienne. Et l'OPEP a décidé de faire un embargo pétrolier justement à l'encontre de l'Europe occidentale et des États-Unis. Donc, ils ont augmenté le prix du baril de pétrole, ils ont limité la production. C'est ce qu'on appelle le premier choc pétrolier. Certains s'en souviennent peut-être du groupe, non? Ça vous dit rien? Donc, c'est dans les années 70. Donc, c'était… Quoi? J'étais pas née. Donc, le premier choc pétrolier, ça a montré justement, enfin, les pays qui en font partie ont eu un rôle chaque fois un peu plus important. Alors, qui fait partie de l'OPEP? Vous avez l'Arabie Saoudite, le Venezuela, l'Iran, l'Irak, le Koweït. Et puis, ils se sont rajoutés le Qatar, l'Indonésie, l'Algérie, Nigeria, Équateur, Gabon et l'Angola. L'avantage de la création de l'OPEP, c'est que ça a justement rééquilibré un petit peu les forces entre les majors, donc les entreprises dont je vous ai parlé avant, et les États, d'accord? Alors, le problème maintenant de l'OPEP, c'est qu'il y a certains grands pays producteurs, comme la Russie, le Mexique, le Canada, qui ne rejoignent pas l'institution. Du coup, l'institution perd quand même de son influence politique. Alors, pour vous donner une petite idée, les membres de l'OPEP représentent 42% de la production mondiale de pétrole. Donc, il reste important, mais si vous aviez des grands producteurs comme la Russie, le Canada, le Mexique qui s'y joignaient, ils seraient encore plus forts. Alors après, vous avez l'AIE, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Donc, c'était une réponse, si vous voulez, des pays occidentaux, justement, au boycott de l'OPEP. Donc, c'est 28 pays importateurs de pétrole qui vont s'associer pour essayer, justement, de ne pas se faire avoir, on va dire, par les grandes… justement, par… comment il s'appelle encore par l'OPEP, justement, d'accord? Donc, ils vont obliger, l'agence internationale va obliger ces États à avoir chaque fois un stock stratégique de pétrole. Et alors, l'agence est habilitée à décider justement comment utiliser ces stocks et de décider de la répartition de cette utilisation quand le contexte l'oblige. Donc, elle peut faire baisser du coup le prix ou de l'essence, etc. Alors, ça, c'était pour les acteurs non étatiques. Alors,
Je me demande si je ne vais pas vous réinviter tout de suite pour une réunion parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais arrêter celle-ci. Je vous renvoie tout de suite un lien. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on n'a pas dépassé les 40 minutes. Sur Moodle ou quoi? Ouais, je vous l'envoie tout de suite. J'arrête celle-ci. Je en redémarre une tout de suite. Ça va? Ça va. À tout de suite. À Pour tout de ceux qui suite. veulent rester.